Bien, bonjour à tous, merci d'être là et de m'accueillir. Donc moi je suis Eric Astec, je suis gestionnaire forestier au sein du massif forestier vendée, massif forestier qui est monospécifique et qui m'interpelle depuis plusieurs années maintenant. Mais donc là, je vais commencer avec un petit rappel tout simple, puisqu'on va quand même parler de l'arbre. L'arbre, qu'il soit de production, qu'il soit d'ornement, qu'il soit vivrier, qu'il soit fruitier, c'est notre compagnon, on l'a toujours à côté de nous. Et même lorsque vous laissez un espace vide, eh bien, la nature reprend ses droits, et l'arbre il pousse. Donc, ma première question, ça a été, si ça peut fonctionner, comment ça marche? Alors attendez, parce que moi si je fais ça, ça marche pas non plus. Si. Alors voilà, moi je me suis posé la question et je suis allé voir sur le Larousse, un arbre c'est quoi? Ben, un arbre c'est un végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7 mètres de hauteur et ne portant de branches durables qu'à une certaine distance du sol. C'est la définition. Donc je suis allé chercher, voir un petit peu par rapport à l'homme, quelle était sa définition. Mais l'homme c'est un primate caractérisé par la station verticale, par le langage articulé, un cerveau lumineux, des mêmes principes. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je suis allé chercher cette définition. J'ai pris homme, mesdames, pardonnez-moi, parce que si on regarde femme, il y a marqué adulte de sexe féminin. Donc c'est pas génial, donc je l'ai pas mis. La structure de l'arbre en elle-même, elle est simple, c'est ce que l'on voit d'habitude. Donc il y a la cime, il y a le feuillage, des racines latérales, des racines pivotantes, un collet, et puis des branches, etc. C'est assez basique, mais un arbre c'est ça. Mais un arbre c'est aussi 50% de carbone, c'est aussi 43% d'oxygène, 6% d'hydrogène, et un maximum de 1% d'azote. Donc on voit que l'arbre, c'est pas seulement de la lignine et de la cellulose. Pour le faire, il a besoin de tout ça. Mais encore, il contient encore du soufre, du phosphore, du chlore, du silicium, du potassium, du calcium, du magnésium, du fer et du sodium. Alors je vais arrêter là pour toutes ces définitions un peu techniques et scientifiques. Et maintenant, je vais vous parler des choses qui, moi, m'interpellent et qui ont un lien, je pense, avec ce changement climatique. Quel apport la forêt peut faire face à ces changements climatiques? Est-ce qu'elle peut dégrader un petit peu plus ce changement? Comment dirais-je, être traumatisant pour le climat? Ou est-ce qu'au contraire elle peut l'aggraver? On va essayer de trouver des réponses, mais en tout cas, moi, dans la sylviculture que je mène au sein du massif forestier vendée, je fais en sorte que les parcelles sur lesquelles je travaille aggradent plutôt le climat et la vie qu'il y a autour, puisque nous travaillons avec du vivant, et moi, c'est le vivant qui m'intéresse, et je suis très content d'avoir tout ce monde vivant en face de moi aujourd'hui. Alors 6, ouais, ça fonctionne. Donc voilà, une mise en culture de peuplement forestier monospécifique, ça se passe comme ça, donc après une coupe à blanc, ce que l'on voit pas mal en ce moment, eh bien, il y a le passage d'un engin pour écraser les rémanents, l'exportation des souches et des rémanents, ça c'est lié aux énergies de transition, je dirais, où l'on fait des plaquettes pour alimenter certaines chaudières pour produire de l'électricité et de la chaleur, mais pareil, on le verra un petit peu plus tard, à qui profite le crime quelque part, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de travaux avec du labour profond, des épandages d'engrais. Là c'est un sac d'engrais, donc chez nous dans les Landes on met beaucoup de phosphore, et puis le reste par contre c'est caché, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a des plantations de petits blancs orphelins là, qui sont venus en pépinière, que l'on plante. Tous les 3 à 5 ans et toute la vie du peuplement, on fait des interventions pour enlever les adventices qui, soi-disant, gênent à la production forestière et gênent à la croissance de l'arbre.
Et puis au bout de 35-40 ans, puisqu'on a donné un âge limite d'exploitabilité aux arbres, on dit à 40 ans, il arrive en fin de vie, donc il faut le couper, et puis on repart sur un cycle. L'adage landais le dit bien, hein, c'est une génération qui plante et une autre qui récolte. Mais pour moi, c'est pas une vérité encore. Donc les conséquences, je n'ai pas tout listé, hein, c'est pas exhaustif parce qu'il y en a tellement, mais pour moi j'ai pris les plus importantes. Donc les conséquences les plus importantes, ce sont la déstructuration du sol, par le fait que, comme nous, hein, on est rempli de bactéries et on vit bien tant que toutes nos bactéries dans notre corps sont en pleine forme, et bien un sol c'est pareil. Un sol il est composé de bactéries, dans un premier temps, des bactéries aérobies, donc qui sont en dessous de la litière et qui aident à dégrader cette litière, et puis des bactéries anaérobies qui, elles, elles sont sur la roche-mère et puis elles essaient de faire ce qu'il faut pour bonifier cette roche et permettre aux plantes de s'installer. On fait beaucoup, donc ces bactéries, lors du labour assez profond, on les change de place. Celles qui doivent vivre en anaérobie se retrouvent en anaérobiose et celles qui doivent être en anaérobie se retrouvent en aérobiose. Donc elles ne peuvent plus bosser. Un tassement de sol, là, qui détruit aussi toute la microfaune, la macrofaune et donc la vie du sol. Donc l'humus disparaît. Vous savez, c'est un petit peu comme dans votre jardin lorsque vous passez la charrue. Hein. C'est exactement la même chose. Si vous ne respectez pas une profondeur maximale, je dirais 5 cm peut-être, entre 5 et 10 maximum, eh bien, toute la vie qu'il y avait dans votre sol disparaît. Et pourtant, ce sont toutes ces bactéries et toute cette vie du sol, ce sont des amis pour notre production. Ensuite, comme on supprime tout ce qui est adventice, qui protège le sol, et bien la réserve d'eau disparaît parce que par capillarité, ces adventices, ils redonnent de l'eau au sol. Donc, surtout en ce moment, avec nos grosses périodes de sécheresse estivale, qui durent même plus que l'été, ben, c'est quelque chose qui est primordial. À côté, je vous ai mis une petite photo d'une exploitation dans les Landes, où en fait tout ça c'est donc une forêt qui a été coupée, et puis les peines à côté c'est parce qu'on a exporté du sol les rémanents et les souches. Tout ça va partir. Alors soi-disant que c'est pour aller mieux, mais si on fait le bilan carbone de ces opérations, c'est pas super. Alors moi je travaille avec la sylviculture irrégulière et continue. Donc je travaille avec la régénération naturelle. Je respecte le sol, la biodiversité des écosystèmes, puisque pour moi c'est la base de ma production forestière. S'il n'y a pas cette synergie entre ces trois choses, ben, ça ne peut pas se faire ou ça se fait mal. Pour ce faire, ben, on fait quelques travaux quand même, des cloisonnements qui sont dédiés à l'exploitation et dans ces cloisonnements, tout au long de la vie du peuplement et donc tout au long de la vie de ces sols dédiés à la production forestière, on ne passera que par là. Donc en fait, ces cloisonnements, ils font 4 mètres de large, et puis ils sont continus à des bandes forestières qui font entre 12 et 16 mètres, dans lesquelles aucun engin ne passe. Seulement l'homme, et pas tout le temps, une fois tous les 5 à 8 ans. Je travaille aussi sur la sylviculture d'arbres, en sylviculture monospécifique. En fait, on travaille sur le peuplement en entier. C'est une vision globale du peuplement, et puis peut-être sûrement ici beaucoup de personnes connaissent l'agriculture et l'agriculture, je dirais, conventionnelle. Il y a un planning qui est fait, à telle date tu fais ça, telle date tu fais ça, telle date tu fais ça, telle date tu fais ça. En peuplement monospécifique, c'est exactement ce qui se passe. On sait que tous les 3 ans, on va passer un coup de rouleau hollandais, après tous les 5 ans, on va passer autre chose, on fait un peu de remonflage, on rajoute de l'engrais s'il faut, etc. Ici, tout ça, c'est banni. Pourquoi une sylviculture d'arbres? Parce que chaque sujet, dans l'espace et dans le sol, a sa place. La levée d'une dormance d'une graine, ça ne se fait pas par hasard.
par exemple, si vous semez des graines comme ça ne fait pas pousser des plantes. Hein. Par contre, si vous préparez votre sol pour accueillir la graine et lui donner les conditions qu'il faut pour qu'elle sorte d'ordonnance, là, elle va pousser. Et donc, dans cette sylviculture d'arbres, c'est exactement ça. Par groupe d'arbres, moi, je fais mes virées en forêt, et puis je prends des groupes d'arbres, 5-6. Et sur tous ces sujets, je les analyse. Chacun a sa place. Il y en a un qui est protecteur, il y en a un qui est semencier, ou deux. Il y a mon arbre de qualité, puisque mon objectif c'est de faire du gros bois d'œuvre de haute qualité. Il y a celui qui le protège. Et puis, il y a celui que je décide d'abattre, puisque mon premier métier, ça reste de couper des arbres. Mais pas n'importe lesquels. Et pas n'importe comment. Et pas n'importe quelle période. Donc, mon objectif, c'est de faire de la culture de gros bois d'œuvre de haute qualité, de bannir les coupes à blanc, parce que les coupes à blanc, ça ne sert pas à grand chose, mais de favoriser la régénération naturelle en créant des comptes de régénération, et surtout de me servir ce que la nature fait depuis des millénaires, bien avant nous. La nature, eh bien, les plantes, elles lèvent leur dormance là où elles ont leur place. Donc dans mes peuplements, vous croisez du pin maritime, mais vous croisez aussi du chêne pédonculé, du chêne tausin, du chêne pubescent, des châtaigniers, des peupliers trembles, des pommiers sauvages, tout un cortège qui est là présent. Hein. C'est pareil, il y en a d'autres, mais on va pas s'étendre là-dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi je me suis plus intéressé depuis une vingtaine d'années à cette sylviculture qui en fait respecte le vivant. Mais parce qu'il y a plein de changements globaux qui se passent quand même. Là on vient de parler du réchauffement climatique, qui n'est pas une vérité aujourd'hui, hein. On peut pas se voiler la face. Et pour lutter contre ce réchauffement climatique, je crois que la forêt peut avoir une utilité très très importante. Donc, je suis allé un peu vite là, parce qu'en fait, dans ma sylviculture, donc comme je garde des espaces où personne ne rentre, tous les auxiliaires naturels sont là pour protéger le peuplement et faire du sol un véritable sol avec de l'humus qui est vivant et qui est donc profitable à la production. Lors de catastrophes naturelles, si un gros arbre tombe, il y en a des petits dessous, et puis ils prennent la place, sans dépenser d'argent, et même l'arbre, des fois, qui est tombé, protège les jeunes qui sont dessous dans du gibier, ou du passage de l'homme, ou d'autres choses qui peuvent se passer. La présence de bois sénescents, alors moi j'aime beaucoup les arbres morts dans mes peuplements. En général, je ne les coupe pas. Bon, s'il y en a 1 hectare, je vais en enlever quelques-uns. Mais ces arbres sénescents, ils ont la faculté de contenir tout un tas d'insectes qui sont là pour les dégrader. Et souvent, ces insectes, ils servent d'alimentation aux oiseaux, aux pics, aux mésanges, par exemple. Mais ces arbres sénescents aussi, lorsque l'écorce de l'arbre se décolle, ce sont les chauves-souris qui vont se mettre dedans et qui trouvent un gîte. Et la chauve-souris est intéressante pour moi, comme la mésange, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose que vous connaissez ici, c'est la chenille processionnaire. Si vous avez des chauves-souris, des mésanges et que votre peuplement est multi-essence, ces prédateurs qui sont là, ils mangent le papillon de la chenille processionnaire. Et donc dans mes peuplements, je n'ai pas de chenille processionnaire. Ou très très peu. Et très rarement. Donc la couverture du sol est permanente, on verra tout à l'heure, mais vous le savez comme moi, un sol à nu c'est un sol mort, hein. Il n'y a pas de vie dedans. Donc moi je préfère qu'il y ait de la vie. Donc, et s'il y a de la vie, il y a les mycorhizes, il y a les mycéliums qui sont en symbiose avec les arbres et qui les aident à fonctionner. Nous on les connaît surtout pour aller ramasser cèpes ou autres catalans ou chanterelles ou trompettes de la mort, hein, mais ce
ce ne sont que les fruits des champignons qui, eux, sont à l'intérieur et qui sont en symbiose avec les racines des arbres et qui font des échanges. Et ces échanges, l'un va amener des minéraux que l'arbre va aller chercher parce que la roche est trop importante et les fissures qu'il y a, ces racines ne peuvent pas passer, mais le mycélium, lui, va les chercher. Et puis, l'arbre, entre autres, eh bien, comme le mycélium ne peut pas faire de photosynthèse, eh bien, lui, il va lui donner un petit peu de sel, du glucose, qui va lui permettre de fonctionner. Et puis, il ne faut pas oublier non plus quand même que, surtout, encore une fois lié au réchauffement climatique, eh bien, qu'une tonne de bois produite par photosynthèse, eh bien, elle fixe 0,5 tonnes de carbone, absorbe 1,6 tonne de CO2 et émet 1,6 tonne d'oxygène. C'est quand même pas mal. Donc, pourquoi s'en passer? Si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas, hein, vous m'interpellez, hein, parce que, au contraire, je préfère. Et donc, pourquoi j'ai choisi, moi, cette vision sylvicole? Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec du vivant. Pour profiter de la multifonctionnalité de la forêt. Alors, qu'est-ce que l'on peut appeler la multifonctionnalité de la forêt? Est-ce que vous avez une idée? On a notre micro ici, non? On n'a pas de micro. Si. Est-ce que quelqu'un a une idée concernant la multifonctionnalité de la forêt, pour rendre le débat un petit peu interactif ou non? Oui? Non, mais... Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est très cartésien, mais effectivement, ça existe. Oui, oui, on a toujours besoin de bois. Ouais. Ben, oui, entre autres, mais effectivement, bon, mais là, il y a le stockage du carbone, on en a parlé, il y a la création d'oxygène, il y a le fait que ça fait pleuvoir, c'est quand même pas mal. Mais il y a aussi des ambiances forestières qui permettent, par exemple, de mettre des ruches. Aujourd'hui, où les ruchers, on ne sait plus trop quoi en faire, mais peut-être que dans des forêts multi-essences et respectueuses du vivant, les ruchers ont leur place. Il y en a dans ma forêt. Mais il y a aussi la présence d'oiseaux, il y a toute une vie qui est en train de disparaître. Mais aujourd'hui, surtout, c'est aussi ce puits de carbone que l'on a là et qui est présent. Donc juste un rappel d'un petit schéma concernant l'utilité d'un sol couvert, hein, où je vous disais tout à l'heure qu'un sol nu c'est un sol qui est mort. Ben là on en a bien l'explication. Hein, si on a une forêt résiliente et en forme, quand je dis en forme, je ne parle pas de forêt comme on les voit actuellement, hein, qui ressemblent à un champ de maïs. Hein. Moi ce que j'aime ce sont les forêts que l'on catalogue comme forêt abandonnée, où il y a différents âges dans le peuplement, où il y a différentes essences, où c'est un petit peu l'anarchie. Ben c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il y a de la vie et c'est là que l'on peut faire de la production forestière, réellement de la production forestière. Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Mais nous sur le terrain, on a des exemples maintenant et je peux vous jurer, on est en train de prendre des mesures. Ces mesures vont sortir d'ici 2-3 ans parce qu'il nous faut un petit peu de recul. Mais même comparativement avec quelqu'un qui fait de la monoculture, de baie maritime à renfort d'engrais, de labour profond et tout, il n'atteint pas aujourd'hui les croissances que l'on a aussi bien en diamètre qu'en hauteur. Parce qu'il y a cet aspect économique qui doit être là aussi pour le propriétaire. Le propriétaire, c'est lui le producteur de matières premières. Et souvent, c'est lui qui gagne le moins d'argent dans tout ça, quoi. Donc, ma méthode de sylviculture, économiquement, en plus, elle est viable parce qu'avec 2 fois moins d'investissement, vous arrivez à un résultat, au pire des cas, qui est équivalent à quelque chose qui va vous coûter 2 fois plus cher. Par contre, il y a un formatage qui a été fait depuis les années 60 par les lobbies qui sont en place, qui est difficile à évacuer pour la majorité des propriétaires forestiers.
Donc voilà, c'était un petit rappel sur l'utilité d'un sol couvert. Je pense que tout le monde le comprend. Et maintenant, en fait, je vais vous montrer des photos. Mais j'aimerais moi aussi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce que vous voyez aujourd'hui en forêt, ou même en arbre d'ornement, ou même dans des vergers, ou quelque chose qui se passe mal, ou un arbre magnifique, mais qui a qui a reçu une petite blessure et que l'on dit, lui, ça y est, il est malade, il faut le couper. Hein. Mais peut-être pas, quoi. Nous, quand on est malade, on ne tue pas pour autant, quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est un exemple d'un arbre en vie, mais les photos, elles ne donnent pas très très bien. Alors ça, c'est un arbre qui est dans Bordeaux, mais qui sont en train de découper pas mal là-bas. C'est un gros tilleul qui est pas très très loin de la gare. Et en fait, dans ce tilleul, mais on ne le voit pas là, c'est que sur la partie basse, là, cette partie ici, c'est là que la nature est très très forte. Ici, en fait, ben c'est un figuier qui a poussé. Il est en pleine forme. Il fait même des fruits. Donc, moi je trouve ça magnifique. Moi ça m'émerveille, quoi. C'est vivant. Hein. Comment on peut arriver à... La nature peut arriver à faire ce genre de choses. Oui. Je voulais savoir si c'était pas quand même opportun de se regrouper un petit peu pour améliorer nos forêts, parce que bon, le passage des engins, quelque part il faut quand même qu'ils passent, parce qu'on va quand même pas revenir en arrière sur certaines choses. Est-ce que c'est pas quand même opportun de se regrouper pour que quand les outils passent, ils passent pas que pour un propriétaire? Oui, c'est toujours opportun de se regrouper, parce que déplacer un engin, ça coûte de l'argent. Ça, c'est sûr. Et ça c'est sûr que ça abîme les sols, mais bon, tant qu'à faire que passer, autant quand même ramasser faire le maximum qui est à faire au même passage. C'est pour ça que moi j'ai une façon d'équiper mes forêts qui permet de limiter les passages des engins et ces tassements de sol qui sont quand même très traumatisants. Hein. Gérard vous dirait que un sol tassé, et en plus quand il pleut, si on roule dessus, il faut 400 ans pour qu'il se remette en état. Donc on va essayer d'éviter ça, parce que d'ici 400 ans, je ne sais pas comment sera notre planète. Alors oui, je suis d'accord avec vous, se fédérer pour faire des exploitations, c'est assez intéressant. Mais c'est surtout la personne qui va être le maître d'œuvre, qui doit déterminer où l'engin doit passer, faire un cahier des charges assez draconien pour que les prestataires respectent ce cahier des charges, et après c'est jouable. Donc moi par exemple, vous avez tous en tête, pour la plupart, un petit peu la méthode de mise en culture de la monoculture du pain maritime, je vais parler comme ça. Donc tout est en ligne. Et puis, tous les 3 ans, on roule au land des passes, là, et puis dans chaque ligne, il casse tous les adventices, etc., etc. Et puis après, on fait une exploitation, éclaircie ou coupe rase. Et puis là, pareil, une année sur 2, on passe et puis on détruit tout ce qu'il y a. Donc si seulement on prend le problème à l'envers et on va se dire, au lieu d'intervenir pour détruire et couper, moi je vais intervenir pour protéger, sans oublier que je suis là pour couper et récolter des produits vendables pour le propriétaire. Donc grâce, il faut se servir de la technique et de la science, hein. Grâce aux nouveaux engins qui sont là sur place, pareil, les grosses machines d'abattage par exemple, elles ont un bras de levier qui est quand même assez important, puisqu'elles vont au minimum jusqu'à 8 mètres pour aller attraper un arbre. Donc au lieu de passer dans chaque allée, on peut seulement passer dans une allée sur 4. Et en passant dans une allée sur 4, vous avez 3 allées que vous préservez. Et dans ces 3 allées, ou interlignes comme on dit, dans ces 3 interlignes, il se passe des choses super intéressantes, puisque la nature n'aime pas le vide.
Et la réserve de graines est dans le sol. Donc si l'on fait ce qu'il faut pour préserver ces endroits-là, eh bien, spontanément, au bout de 4 ans, vous avez une régénération qui se met en place, qui est super intéressante. Alors cette régénération, elle va être différente suivant les stations, puisque nous, dans les Landes, je vais surtout parler des Landes, mais nous avons quand même 3 stations, 3 terroirs, 3 sols qui sont complètement différents, des sols qui sont très secs, sur lesquels spontanément poussent les arbres qui sont un petit peu en connivence et qui sont sur ce secteur-là. Donc on va trouver surtout du pain maritime, puisque c'est quand même l'essence par excellence dans les Landes. Mais on va trouver aussi du chêne tausin, qui est là, qui, moi, je le trouve génial, beaucoup l'éradique, mais cet apport de feuillus dans ces stations qui sont sèches, qui ne comportent pas de sol, parce qu'on est réellement sur des sables, sur des pozzoles qui sont complètement déstructurés, et bien lui, grâce à ces petites feuilles qui tombent tous les ans, autour de lui, il y a un humus qui commence à se former, et puis cet humus il se déplace petit à petit, d'autres arbres poussent, et au bout de 5 ans, vous vous rendez compte que votre sol il a changé. Et il y a de l'humus, et il y a de la vie qui est apparue. Pareil sur l'autre station qui est complètement à l'opposé, qui elle est la station humide, vraiment, ça c'est la Lande par excellence, avec la Molini, avec Erica tetralix, avec beaucoup de bourdaine, et le pain maritime, il s'en sort pas trop mal. Les feuillus, c'est un peu plus de chêne pédonculé, mais sous un effet de haie, dans un premier temps. Donc c'est surtout en bordure des peuplements. Et puis, petit à petit, si on laisse des zones dans lesquelles les engins ne passent pas, ces chênes pédonculés, ces chênes pubescents, ils viennent s'installer. Et pourquoi ils viennent s'installer aussi? C'est parce qu'on a respecté le sol, on a respecté toute la biodiversité qui est là. Et un des premiers alliés pour nous, pour combler le vide, c'est les oiseaux. Les oiseaux, au printemps, en été, en septembre, avant que le froid arrive, ils enterrent leurs glands, ils enterrent, il y a un garde-manger qui se fait, et puis pour la plupart, ils oublient. Mais ça nous permet à nous d'avoir une levée de dormance. Comment vous gérez les plantes invasives? Si vous appelez ça des plantes invasives. Exemple, Phytolacca, parce que vous avez un peu travaillé le terrain pour essayer de vivre, comment vous pouvez gérer ça? Moi, je ne le gère pas. Le Phytolacca, s'il apparaît, c'est parce que votre sol est en excès de carbone. Donc le Phytolacca, il est là pour manger le carbone. Et le Phytolacca, il disparaîtra dès que le peuplement aura mis une couverture au-dessus, lui, il n'aura plus sa lumière, il disparaîtra. Mais dans un premier temps, il est là parce que vous êtes en excès de carbone. Et lui, il est là pour manger le carbone. Vous l'avez noté, vous faites une coupe rase, vous passez le labour, vous plantez les jeunes pins, et qu'est-ce que vous voyez en premier? C'est le Phytolacca. Mais lui, il a levé sa dormance parce que vous êtes en excès de carbone. Et pour moi, dépenser de l'argent pour lutter contre lui, vous avez dû en arracher, vous avez vu le tubercule qu'il y a dessous, vous avez vu comment c'est. Non, ça va se faire spontanément. Quand lui aura avalé tout cet excès de carbone, que la couverture du peuplement commencera à se réaliser, il va disparaître. Mais en indication, c'est votre trop-plein de carbone. Après, chacun est libre de faire comme il veut, mais moi je pense que pour moi, c'est pas judicieux de dépenser de l'énergie pour lutter contre lui. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que si je fais la remarque suivante, en disant que la forêt cultivée est quelque part, les arbres que vous allez exploiter sont dans de l'agroforesterie? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire ce qu'on va trouver de plus en plus, même pour les arbres fruitiers aujourd'hui, s'il y a des échanges, etc. Donc c'est complètement aberrant de détruire tout ce qu'il y a autour pour laisser un seul végétal. Et une autre question quand même qui est importante, parce que je ne verrai pas pourquoi
les sylviculteurs qui font des alignements, qui détruisent tout, etc., est-ce qu'ils ont un bois meilleur que celui que vous exploitez dans les forêts telles que vous les décrivez? Un bois meilleur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais est-ce qu'ils sont plus grands? Est-ce qu'ils sont plus droits, plus... Alors je vous explique. Donc là, on revient au peuplement monospécifique. Donc on est parti de la coupe rase, on a fait le labour, et maintenant on implante des jeunes pins issus de pépinières. La densité, lorsque l'on fait cette implantation de jeunes pins, est entre 1250 tiges et 1450 tiges, suivant l'argent que vous voulez dépenser à l'hectare. Comparativement, moi, la façon dont je fais la régénération naturelle, je suis entre 20 et 50 000 tiges hectares, issues de graines. Donc déjà, dans la mise en œuvre du plan en lui-même, si lui, il avait sa dormance, c'est qu'il avait le sol approprié. Mais la première chose qu'il va faire, c'est développer un pivot. Les jeunes pins issus de pépinière, le pivot, ils n'en ont pas besoin. Eux, ils ont grandi dans de la tourbe ou un compost lambda, on leur a donné de l'engrais, on leur a donné, il y a des néonicotinoïdes dedans, il y a des pesticides, ils ont assez à manger pour 3 ans et démarrer. En plus, on les installe entre 1,70 m et 2 mètres chaque tige. Donc pour revenir à votre question concernant la qualité du bois, il y a plein de phénomènes qui se passent. Donc ces jeunes pins que l'on a plantés à 2 mètres d'intervalle, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Ils ont besoin de manger, ils veulent manger. Ils ont de la place à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest. Ils vont développer des branches, ils vont faire des aiguilles, et ils vont faire des grosses branches dès le bas de l'arbre, puisqu'ils ont de la place. Moi, je vais vous parler de 20 000 tiges hectares. À 20 000 tiges hectares, ça fait beaucoup. Donc ce qu'ils vont faire, voilà, ils ne vont pas développer des grandes branches. Au contraire, ils vont développer des petites branches, et puis ils vont monter, et tout droit. Et ça va être un de mes premiers standards, moi qui veux faire du gros bois d'œuvre de haute qualité, pour arriver, lors de sa mise en place naturelle, à faire du bois de qualité, parce que ces toutes petites branches, rapidement, elles n'ont plus de soleil, donc elles s'auto-élaguent. Donc, en plus, ça fait du travail de moins pour le sylviculteur. Hein. Il n'a pas besoin de prendre un sécateur ou de s'assier à élaguer pour préparer les arbres. Et la destination du bois, telle qu'elle est faite actuellement dans ces forêts monospécifiques, elles alimentent 2 produits, les papeteries et l'emballage. Donc des palettes et des petites caisses. Et voilà, c'est tout. Moi, avec ma méthode de culture pour faire du gros bois d'œuvre de haute qualité, à terme, vous pourrez faire du parquet, du lambris, de la charpente, ce que vous voudrez. Et on va chercher le bois d'œuvre à l'étranger. Ça, c'est un autre débat, ça encore. Pour continuer ce que vous avez oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ça remonte aux années 60. Il y a eu l'Eurocode, qui a la classification des bois pour la construction. Et à cette période-là, les sylviculteurs hollandais ont dormi. Mais c'était surtout quelque chose qui a été initié par les pays nordiques, qui, eux, avaient des peuplements d'épicéas, de pin noir, qui arrivaient à terme, et du Douglas aussi, et il fallait qu'ils le vendent, mais ils en avaient tellement. Alors, des études ont été faites sur les bois, et il se trouve que le Douglas, comme vous le savez, il est classe 3 naturellement, donc plus ou moins putrescible. Il est beaucoup plus léger, donc plus facile à mettre en œuvre pour les charpentiers, pour tous ceux qui travaillent le bois. Donc ça a été quelque chose qui a pesé très très lourd dans la balance.
puisque le pain maritime est décrié, soi-disant qu'il est très très sensible aux attaques de parasites une fois qu'il est coupé. Alors si on le coupe à n'importe quelle époque, oui, c'est clair. Quoique, c'est pas une vérité. Mais par contre, en résistance mécanique, chez les résineux, le pain maritime, je vais faire un peu de... le pain maritime est beaucoup plus résistant et a une résistance mécanique très très importante. Et une couleur aussi, hein, parce que c'était des vieux pains gémés. Je ne sais pas si des personnes ici ont déjà coupé des pains gémés, vu la couleur, comment c'était dedans, c'est de l'acajou, quoi. C'est rose, c'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, moi je connais des granges qui ont été construites au XVe siècle en pain maritime et qui sont encore debout, et les bouts de bois ils sont pas pourris. Hein. Bonjour. Est-ce que les tempêtes de 99 et 2009 ont eu la même importance dans votre plantation que dans les monocultures? On n'a pas trop de recul là-dessus, parce que moi ma forêt elle est très très jeune, et c'était une forêt qui avait été faite en conventionnel, qui avait été attaquée à plus de 60% par la tempête, puis après il y a eu la problématique des scolites. Donc non, aujourd'hui on n'a pas de retour, parce que ce sont que sur de jeunes peuplements que ça se fait. Mais par contre, c'est un propriétaire qui est venu me voir, un propriétaire que je connais assez bien, et qui est venu me voir au mois de juillet, août, je pense que c'est fin juillet. Dans les Landes, sur 2 communes, il y a eu un très gros coup de vent, où il y a beaucoup de bois qui sont tombés, mais pas que du pain maritime, hein. Des chênes qui avaient 200 ans ont été enchapis, comme pour la tempête, sont tombés. Et ce propriétaire m'a téléphoné pour me dire « Monsieur Castex, je crois que je vais faire comme vous. Hein. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Regardez, moi j'applique ce que les institutions forestières en Aquitaine me demandent de faire. Donc de débroussailler, d'éclaircir, que ma forêt soit propre. » Il y a eu le coup de vent, et mon voisin ne lui fait rien. Mon voisin, sa forêt, c'est ça là, ça, je comprends pas. Eh bien tous mes bois sont tombés et tous les siens ils sont debout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Donc je pense que oui, nos peuplements sont beaucoup plus résilients aux catastrophes naturelles. Ouais. Je pense. Mais ça, je vais pas demander ce qu'il y a une autre catastrophe naturelle pour pouvoir le vérifier. Mais on sent que les choses s'inversent, parce que il y a 3 semaines, j'ai rencontré un acheteur de bois d'une très grosse entreprise en Aquitaine, et avec qui j'avais un rendez-vous, et puis je voyais qu'il avait envie de me parler, mais il avait du mal à se lancer, et puis donc je l'ai amené un petit peu sur la voie. Et ce monsieur m'a dit, c'est une très grosse entreprise d'ici, hein, il m'a dit vous savez, monsieur Castex, ça fait 15 ans qu'on vous tire dessus et tout, mais nous on se rend compte qu'on va avoir un très gros problème de ressources. D'ici 5 ans, les grosses entreprises forestières du coin ne savent pas comment ils vont faire pour alimenter leur industrie. Parce que 2 tempêtes successives, ça fait beaucoup de bois par terre. Et puis on a coupé le peu qui restait debout. Les directives nationales et européennes ont dit ben, ces arbres-là, il faut les couper pour repartir sur quelque chose de tout neuf, tout nickel, tout propre, tout beau. Et maintenant il se trouve qu'il n'y a plus de ressources. Et donc ce monsieur m'a dit, mais peut-être que si on vous avait écouté ou qu'on avait investi un peu d'argent pour faire des études, peut-être qu'on n'aurait pas aujourd'hui ce problème de ressources. Donc je pense que les mentalités évoluent, mais de là à ce que ça se fasse, vous savez, c'est comme pour tout, il faut du temps, hein, c'est pas une culture annuelle, hein, c'est une culture sur plein d'années. Oui, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai 4 points à ajouter. Premièrement, la compactation du sol. Je ne crois pas que ça va
dissoudre le problème dans 50 ans. Il y a des chercheurs qui disent qu'il faut attendre le prochain âge de glace. Et parce qu'on a trouvé qu'on a perdu déjà une surface agricole égale à la surface de l'Allemagne en Europe suite à la compactation par les machines. Et ça ne se décompacte pas en dessous de 50 cm. Ça reste compacté. Par valorisation des forêts, il y a la logique avec les champignons il y a des forêts aux États-Unis où le profit par des champignons est plus élevé que le profit que le propriétaire gagne par le bois. Alors il y a des projets comme ajouter des spores de champignons dans l'huile de chêne des tronçonneuses. Ici on a encore l'huile de chêne à base de pétrole. En Allemagne c'est interdit. Il faut que de l'huile de chêne qui est végétale parce que sinon ça nuit au sol, à la vie du sol. Suite aux activités de cette alliance bois qui transforme des forêts originaires dans nos régions en monoculture de pin, en labourant, en détruisant la vie du sol. Il y a maintenant qu'on commence à faire des initiatives locales et qui vont peut-être finir, on a comme vision une AMAP bois. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que nous agissons pour protéger la forêt en achetant des passerelles et en créant des circuits de valorisation et de vendre les bois. Puis concernant le feu, parce que les résumés, avec les sécheresses, les résumés vont être de plus en plus un risque de feu, d'incendie aussi, parce que les térébenthines, ce sont des bombes quand il y a un feu de forêt. Et il faut prendre ça en compte quand on a fait un design de forêt, surtout à côté des maisons et des villages où quelqu'un habite, parce que ça peut être très dangereux. Il faut choisir les bonnes variétés d'arbres et il faut faire un bon design pour éviter les catastrophes comme on les voit par exemple aux États-Unis, en Californie, en moment. C'est plus ou moins ce que je voulais dire. Alors je vais le prendre à l'inverse, si vous voulez. Je vais d'abord vous parler du feu. Donc le feu. Alors le feu, oui, c'est l'ennemi de la forêt. Hein. Mais alors, comment il agit? Sur des peuplements monospécifiques qui sont très très propres, le feu il passe très très vite. Et il brûle des surfaces immenses. Dans nos forêts, le feu il passe moins vite, parce qu'il a beaucoup de choses à brûler. Donc pour l'intervention des pompiers, c'est pas mal. Mais il y a quelque chose qui... je crois qu'il ne faut pas se canaliser sur l'incendie. Parce que de toute façon, moi déjà la façon dont je m'occupe des forêts, et comment j'équipe mes forêts, les pompiers peuvent accéder partout. Partout. C'est pas le cas dans les peuplements monospécifiques. Hein. C'est différent. De toute façon, la mission des pompiers, c'est pas de sauver les forêts, c'est de sauver les gens et les habitations. Donc, et comme les effectifs de pompiers sont en train de chuter, de toute façon, les pompiers ne rentrent plus en forêt. Ils ceinturent le feu là où ça se passe et ils font ce qu'ils peuvent pour sauver les hommes et les maisons. Un deuxième point concernant les champignons. Effectivement, vous le dites justement, c'est juste. Le rapport que peut générer la cueillette des champignons, si par cas on a instauré un permis de cueillette dans sa propriété, fait partie des rapports financiers dont peut bénéficier le propriétaire. Et je peux vous assurer que dans les forêts que je fais, surtout cette année, ce
c'est des centaines de kilos de champignons qui se sont ramassés. Or moi, dans ma forêt, j'ai pas de permis de cueillette. J'ai pas de clôture. C'est un espace ouvert. Et j'en ai ramassé très peu. Par contre, certains en ont ramassé beaucoup. Puisque moi, je les ai vus. Et puis des fois, c'est un peu sportif comment on peut essayer d'expliquer pourquoi notre démarche existe et pourquoi on trouve des champignons dans ces forêts. Mais personne ne va ramasser des champignons dans un peuplement qui a été planté en ligne, en 4 par 2 on appelle, 4 mètres d'allée et 2 mètres entre chaque arbre. La vie du sol, on l'a détruit de toute façon. On a mis le peuplement en place. Le peuplement à 3 ans, on repasse un coup de rouleau hollandais alors que, effectivement, les mycorhizes étaient installés, les racines aériennes étaient là, et tout un écosystème se mettait en place, et puis hop, on repasse dessus parce que, soi-disant, ces adventices, ils gênent à la pousse. Donc dans ces forêts-là, on trouve très très peu de champignons. Mais effectivement, ça fait partie de la multifonctionnalité de la forêt, la cueillette de champignons. Comme l'ambiance forestière et avoir le plaisir de se promener sous une allée de chênes, mais en mélange avec du châtaignier, du pin maritime et autres essences. Le 3e point, je ne me souviens plus. Ah, la tronçonneuse. Alors là, c'est un autre débat concernant les entrepreneurs de travaux forestiers. Les grosses entreprises qui achètent et qui payent ces prestataires. Parce que l'huile végétale vaut quand même 2 fois plus cher que l'huile minérale. Donc, suivant le prix qu'ils donnent, il y a des gens qui font des efforts, et il y a des gens qui sont sensibles à ça et d'autres qui ne le sont pas du tout. Moi j'étais bûcheron pendant des années, effectivement je travaillais avec de l'huile végétale, mais c'est une question de conviction et d'accepter de faire un effort personnel. Et le 4e point, je ne sais plus ce que c'était. Ah oui, par rapport au tassement des sols. Moi je ne veux pas être alarmiste, donc je parle d'une 50aine d'années. Mais effectivement, en dessous de 50 cm, le temps que le sol se remette, et surtout si ces bactéries en aérobie qui sont là et pour détruire la roche-mère et nous faire du bien, elles sont mal, elles sont pas très très bien. J'arrive. Oui, bonjour. En ce qui concerne le tassement du sol, certaines plantes ont la particularité, comme notamment le chardon, d'aérer le sol. Existe-t-il des variétés d'arbres qui auraient cette capacité plus développée, ou le fait simplement que l'arbre avec son pivot, quand il va creuser, je ne parle pas de la replantation, celui qu'on a mis... moi je sais, j'ai fait ça une fois, je voulais des châtaigniers, j'ai pris des châtaignes, j'ai mis des feuilles dessus, des feuilles de châtaignier, et puis j'ai eu du châtaignier, donc ça va très vite. Mais le fait que l'arbre creuse, ça évite quand même, ça aère le sol et remédie au tassement du sol. Oui, mais si vous jetez une graine sur un sol qui est trop tassé, elle ne va pas pouvoir la percer. Même si on lui crée déjà une couche d'humus en surface, qui a suffisamment de force. Vous avez travaillé votre sol avant? Non, j'ai pas travaillé, j'ai juste fait reproduit le truc de la forêt. Voilà. Bon, c'est vrai que dessous le sol n'était pas vraiment tassé, c'était un sol de jardin ordinaire. Mais vous êtes intervenu. Vous avez essayé de mettre votre graine dans ces conditions de levée de dormance. Oui, tout à fait. Donc c'est normal qu'elle ait poussé. Voilà, et du coup, ça creuse le sol. Ça remet du... Oui. Donc ça peut être beaucoup plus rapide, parce qu'au bout de 5 ans, il y a déjà le châtaignier était comme ça. Oui, mais vous n'aviez pas de gros tassements de sol, il n'y avait pas de gros engins qui étaient passés dessus. C'était un ancien jardin, vous avez dit. C'était pas un engin de 20 tonnes ou de 40 tonnes qui est passé dessus. Nous, on parle d'engins d'exploitation forestière quand même. Alors, pour la plupart, ils font entre 10 et 15 tonnes à vide, et une fois chargés, quand vous mettez 20 ou 30 stères dessus,
ça fait une vingtaine de tonnes en plus, donc vous arrivez à une quarantaine de tonnes qui se déplacent. Et là, Je sais, j'en ai conduit, donc... ah, mais voilà. Ouais. Désolé, je fais un petit retour en arrière d'abord. Faites. Vous nous déconseillez donc d'acheter des arbres fruitiers de pépinière. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit moi. C'est pas ce que j'ai dit. Moi je travaille sur la régénération naturelle. Et je suis forestier. Mais, regardez, même... Mais moi ce que je comprends, c'est que c'est pas idiot ce que vous dites. Donc on peut le faire repartir sur les arbres fruitiers. Je trouve que c'est la même logique, non? Ben non, parce qu'un arbre fruitier, si vous le greffez pas, il va pas forcément faire des super fruits qui vont être comestibles. Il y a des arbres fruitiers naturels. Oui, des arbres fruitiers naturels, mais qui servent à la faune, à la flore, à tout ça. Mais l'humain a besoin de fruits qui sont beaucoup plus appétants, je dirais. Et non, je crois pas qu'il faille se passer pour les arbres fruitiers des pépinières. La forêt produit des fruits, les alises, les cornes, par exemple, quoi. Ceux-là, ils poussent spontanément. Un cormier, c'est l'ami du chêne. Si vous n'avez pas le chêne, vous n'aurez pas le cormier. Par contre, le chêne peut venir tout seul sans le cormier, mais lui, il va venir parce que le chêne est là. C'est cette symbiose qui existe. Ça tombe bien, parce que la deuxième question, vous savez que les arbres commencent à se parler, ça y est, on a compris qu'ils commencent à se parler. Est-ce que vous avez pris ça en compte sur vos forêts à vous, au niveau des chênes, des pins? Bon, parce qu'ils se protègent entre eux, on parle de maladies, parce que tout à l'heure, sur les champignons, je pensais qu'ils parlaient de maladies aussi, pas de cèpes, mais de maladies. Non, je crois Donc, et avec la sécheresse, d'avoir plus de maladies, on se rend compte que les chênes dépérissent parce qu'ils ont des maladies, même si ce n'est pas les pins. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que vous avez entendu parler? Je ne sais pas, je vous pose la question. On ne sait jamais. Hein. Ben oui, moi j'ai entendu parler, on a travaillé un petit peu sur ce phénomène de connexion, de passage d'informations. Moi je la connais plus que le passage d'informations entre mêmes essences. Moi j'étais bûcheron pendant des années. Et donc j'ai goûté beaucoup d'arbres une fois coupés. Et c'est vrai que le premier acacia que vous coupez n'a pas le même goût que le deuxième. Même ces aiguilles sont beaucoup plus... Les aiguilles, les piquants du second sont beaucoup plus acérés que le premier. Donc oui, il y a de l'information qui se passe. Après, pour pouvoir le ressentir, j'ai pas encore cette sensibilité-là ou l'oreille assez fine. Et alors la troisième question, du coup, quand vous coupez les arbres, oui. Est-ce que vous savez très bien que ces arbres racinent, ouais. Ils ont toujours du mycélium, et aident les petits à se régénérer. Ouais. Dans la réalité, on arrache ces souches parce qu'on ne veut plus ces souches. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, j'arrache pas des souches. Mais arracher des souches, c'est une hérésie complète. On a besoin de matière organique minérale, on a besoin de matière organique dans le sol, quoi. À partir du moment où vous faites un gros trou comme ça dans le sol, on en revient à ce que je vous disais au départ, c'est traumatisant pour le sol, on mélange tous les horizons. Une fois que la coupe rase est là, c'est déjà assez traumatisant. Si en plus on enlève les rémanents, surtout dans nos sols landais, il n'y a rien, il n'y a que du sable. Si on enlève les rémanents et les souches, ben non, ça ne veut plus rien dire. C'est vraiment la mort. C'est vraiment la mort. Alors, en plus, au-delà de la fabrication de plaquettes pour alimenter ces grosses chaudières qui sont chez certains industriels, je me suis perdu les chèvres, ça arrive de temps en temps. Eric, je vais intervenir en attendant que l'idée te revienne. Je vais répondre à M. Barbiero pour les arbres fruitiers du conservatoire. Vous pouvez continuer à les acheter. Mais quand même, sachez que les arbres fruitiers sont tous issus du milieu forestier. Les arbres fruitiers ne sont pas tombés du ciel fruitier. C'est la longue coévolution entre l'homme et l'environnement, entre une sélection naturelle qui est repérée par les humains,
donc par les agriculteurs ou les ancêtres des agriculteurs, pour découvrir et pour trouver des fruits qui sont plus proches de nos besoins que les espèces sauvages, c'est-à-dire perdre en tanin et gagner en sucre, en jus, en calibre. Donc ça devient des produits alimentaires. Là on parle de forêt et de produits forestiers. Mais toutefois vous évoquez le fait que si on veut que des arbres soient implantés solidement dans les parcelles, il faudrait faire du semis. Mais pour ça, il faut faire du semis de porte-greffe. Hein, parce que vous êtes obligé, vous êtes condamné à greffer vos arbres fruitiers si vous les voulez fruitiers et tels qu'ils ont été sélectionnés. Mais rien ne vous empêche de semer vos porte-greffes, sauf qu'il va vous falloir évidemment beaucoup de temps. Et je ne suis pas sûre que chacun d'entre nous ait les 20 ou 30 ans disponibles derrière lui. Je vais passer la parole. Une question pour ici. Monsieur qui va attraper le temps. Oui, j'avais juste une information concernant ce qui vient d'être dit sur ce que peuvent se dire les arbres entre eux. Il y a 2 films qui sont sortis récemment. Il y en a un, c'est L'intelligence des arbres. Et le deuxième que j'ai vu très récemment, c'est Le temps des forêts, qui parle de la forêt landaise, mais qui parle aussi de la forêt vosgienne, de la forêt du centre de Corrèze et du Massif central. Du Morvan. Voilà, où il y a beaucoup de Douglas. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que le compactage des sols, il y a aussi l'incidence que ça peut avoir sur les petits cours d'eau qui passent et qui sont complètement déstructurés, complètement pollués, évidemment, puisque bon, sachant autre chose, c'est que le gars qui a fait ce film-là n'a pas eu le droit de filmer quand on a vu des gens replanter. Il n'a pas eu le droit de filmer pendant qu'il passait les engins pour nourrir le sol. Ben, vous l'avez vu dans le film, puisque actuellement on est en train d'épandre du calcium dans les peuplements de Douglas pour leur donner du volume et pour qu'ils continuent d'être périns. Mais c'est quand même très très grave, parce que ce qui se passe dans le Limousin actuellement, ce qui se passe dans le Morvan, ce qui se passe... On est en train de détruire des châtaigneraies, on est en train de supprimer des hêtraies qui sont là et pour notre bien-être à tous, pour installer ce Douglas. Et pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes demandeurs de ce bois. Si vous voulez faire une terrasse, vous allez chez le revendeur de bois et vous dites: moi je veux du Douglas. Pourquoi on ne se sert pas de nos essences qui sont locales? Le châtaignier, pas comme l'acacia, mais pratiquement, est imputrescible. Le hêtre, c'est un très bon feu de bois, un très bon bois à feu, j'avais dans le désordre. Mais c'est aussi un super bois pour faire des meubles. Pourquoi on va aller... notre ressource, on l'a autour de nous, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour fonctionner. C'est seulement à nous de changer nos envies, nos habitudes commerciales, et qui pourront réhabiliter nos peuplements forestiers avec ce qui se pousse naturellement, pour qu'on dépense que notre... Je vais faire une généralité, pour que notre bilan carbone soit beaucoup plus positif, quoi. Et aujourd'hui, on en est là. Ce changement climatique, il est aussi lié à toute cette dioxyde de carbone qui se balade et que l'on ne peut plus stocker. Oui. Tout à l'heure, vous parliez, vous faisiez plus ou moins l'apologie de la batteuse, ça me dérange un peu, parce que moi, en tant que membre du réseau alternatif forestier, nous militons contre l'utilisation de ces abatteuses. Oui. Car il faut savoir que plus ça va, plus il y a de bûcherons au chômage. Une abatteuse remplace 6 bûcherons. L'utilisation, si on utilise des bûcherons,
ça revient 1,5 fois à 2,5 fois plus cher qu'une abatteuse, mais il faut savoir qu'une abatteuse pollue 15 fois plus que les 6 bûcherons. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi par rapport à ça? Moi je suis pas d'accord avec vous quand moi je suis en prise avec les bûcherons au quotidien. Hein. J'étais encore avec eux, c'est mon ancien métier. J'étais bûcheron pendant 15 ans. Il y a quand même ce côté pénibilité du travail. La machine au départ, elle a été faite pour intervenir dans les jeunes peuplements, pour faire des éclaircies. Parce que je ne sais pas si parmi nous il y a des bûcherons, mais s'il y a des bûcherons, ils savent que jusqu'à la 3e éclaircie, eh bien, les catégories de bois que l'on sort dans ces forêts, eh bien, au-delà de les couper, il faut aussi les empiler pour que le gars qui ramasse derrière avec le tracteur, eh bien, il ait beaucoup moins de manipulation à faire. Donc au départ, ces ébatteuses, elles ont été faites pour faire les éclaircies et pour répondre à une pénibilité du travail qui est réellement effective. Et puis, 99 est arrivé. En 99, il y avait, je crois, 8 machines sur le massif forestier landais. Une fois que tous les travaux de 99 ont été terminés, il y en avait un peu plus de 170. Aujourd'hui, il doit y en avoir 200, 300, 400, je sais pas combien. Mais si je peux le dire comme ça, de toute façon, il va y avoir une sélection naturelle. Parce que la ressource, elle est en train de s'épuiser. Trouver un bûcheron, c'est difficile aujourd'hui. Moi, je crois que si l'on équipe les massifs, les peuplements forestiers comme il faut, ces machines, elles peuvent être là. Mais elles ne vont pas être là très longtemps non plus, puisque les énergies fossiles sont en train de disparaître. Donc il va falloir trouver des solutions. Mais aujourd'hui, pour travailler aussi en collaboration avec les lycées professionnels, les demandes d'entrée en école de bûcheronnage, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des réseaux qui existent et tout, mais moi je suis obligé de répondre avec mon métier sur une problématique de production forestière. Et j'essaie que cette production, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit la moins traumatisante pour tout ce vivant qui nous entoure. Et aujourd'hui, la machine est là, et puis on s'en sert. Et puis si vous arrivez à sensibiliser l'opérateur de machine qui est dessus, hein, parce que pour vous rejoindre, un bûcheron, il a les pieds au sol, il connaît la forêt, il la ressent, il la touche, il la palpe. Un gars dans sa machine, qu'est-ce qu'il connaît? Sa machine. Donc pour moi, ils ne sont pas forcément forestiers. Ils sont opérateurs de machines. Mais on est toujours en flux tendu dans n'importe quel secteur d'activité. Et donc pour répondre à une demande, qu'elle soit de la part des propriétaires ou qu'elle soit de la part des industriels, cette science et cette technique nous permet de répondre à cette demande. Sans en exonérer aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu utopique, on n'a pas la main-d'œuvre pour ça. On n'a pas la main-d'œuvre pour ça. J'aimerais, hein. Alors, nous on travaille sur les bûcherons, moi je travaille beaucoup sur les milieux sensibles qu'il faut protéger. Et alors oui, j'ai une équipe de bûcherons avec laquelle je travaille, mais c'est pour des chantiers qui ne sont pas très très gros, mais qui sont par contre en corrélation avec nos pensées sylvicoles et au respect de ces zones qui sont souvent des habitats qu'il faut protéger ou des zones humides qui sont là et qu'il faut absolument conserver, car ce sont réellement des ruptures dans tout cet univers forestier. On a besoin de ces zones-là. Alors tant que la machine est là, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. D'ici une quinzaine d'années, la ressource, on ne sait pas ce qu'elle va être, la ressource fossile. Et puis, vu que il y a de moins en moins de peuplement et de bois à couper, les gars qui ont les machines, certains ils vont se retrouver sur le carreau. Hein.
Je voulais revenir sur la multifonctionnalité. Je vais citer quand même la châtaigne, comme on aime tous la châtaigne. Je vais citer le hêtre, le gland, qui quand même, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont pu éviter le famine avec des choses comme la faine et le gland et d'autres choses. Et donc il y a quand même un réservoir même alimentaire, au-delà des champignons, mais autres dans des plantes de sous-bois. Et je voudrais insister aussi sur le côté réserve phytothérapeutique aussi des plantes qui est utilisée. Et je voudrais interpeller sur le fait qu'on sait que par exemple dans la déforestation amazonienne, on est en train de perdre des plantes qui peut-être vont soigner des maladies de demain. Mais je pense aussi que dans nos forêts, si on entretient un certain écosystème naturel, on a aussi un réservoir important et je ne suis pas sûre que ces plantes de la phytothérapie peut-être qui seront utiles demain, on va les trouver dans des forêts en monoculture. Voilà. Je pense qu'il y a un intérêt. Et si éventuellement vous voulez aborder le sujet du lierre grimpant qui est mal aimé, du lierre grimpant qui est mal aimé, voilà, ça peut être intéressant. Alors, pour parler des bienfaits sur la santé des plantes qui poussent dans nos forêts, ou dans les forêts amazoniennes, moi je crois que autour de nous, on a toutes les plantes qu'il faut pour se soigner. Donc l'équivalent de la plante d'Amazonie qui soigne tel mal, ben, on l'a aussi chez nous. Donc, moi, l'Amazonie, c'est un peu loin. Donc, mon objectif, c'est plutôt de m'occuper de ce qu'il y a autour de chez moi et de faire prendre conscience que notre réservoir, il est là. Et après, si j'ai un peu plus de temps, un peu plus d'argent, peut-être que j'irai en Amazonie, mais j'aimerais bien les voir. Hein. Mais aujourd'hui, mon énergie, j'ai plutôt envie de la mettre ici, proche de chez nous. Et d'essayer de valoriser cette ressource, de la protéger. Après, concernant le lierre, je ne comprends pas trop votre question. Le lierre, c'est pas un ennemi du bois. Le lierre, j'ai lu hein, au départ, tous mes arbres de réserve. Donc des arbres de réserve, c'est que moi je veux faire grandir, hein, qui vont rester en place le plus longtemps possible, parce que pour moi ce sont mes arbres de haute qualité. Tous les arbres de réserve sur lesquels il y avait de lierre, je coupais. Je dis ça va pas du tout ça. Ce parasite là. En fait il n'est pas du tout parasite. Au contraire, il n'est que bénéfique. Puisque lui, il protège l'arbre lorsqu'il fait très chaud. L'arbre transpire beaucoup moins. C'est la dernière fleur que les abeilles peuvent butiner. Et en plus, il a des vertus thérapeutiques, connues ou pas connues, mais il a des vertus thérapeutiques, surtout pour les femmes. C'est intéressant. Donc pour moi, c'est pas un ennemi. Mais là, c'est pareil, il y a des habitudes qui se sont faites, quoi, tout au long des années, et on s'est dit, ce lierre, c'est un parasite. Non, il n'est pas du tout parasite, puisqu'en fait, il a une racine, lui, hein, il est au pied de l'arbre, mais il ne le gâte pas. Il ne le gâte pas. Alors effectivement, il y a un peu de terre qui se met dedans, il y a des terreaux qui s'installent, il y a tout un tas de vie, mais ça c'est super intéressant pour la vie des peuplements. C'est pour ça que moi, mes arbres sénescents, je les aime aussi, parce qu'il y a cette vie dedans. Et cette vie, pour moi, elle est indispensable à la production et à la vie qu'elle soit humaine, végétale, voilà, c'est le vivant. C'est le vivant qui m'intéresse. Donc, lierre, ne fera pas mourir un arbre. Non. Même si... Oui. Ah mais... Oui. Ça va pas, ça va. Ben oui, mais ça va pas l'intérêt. Hein. Non, mais vous savez, c'est comme les mauvaises herbes, quoi. On combat les mauvaises herbes. Mais il n'y a pas de mauvaises herbes. La plante, si elle pousse là, c'est qu'elle lève sa dormance pour quelque chose. Elle ne la lève pas par hasard. Et donc, les habitudes... regardez, là, je vous montre un petit truc tout bête. Enfin, tout bête.
Parce qu'on se dit on voit plus d'insectes, on voit plus de... Il manque des insectes, donc il y a une chaîne alimentaire qui se fait, quoi. Ce papillon, en fait, il est inféodé avec la cardamine. Il s'appelle cardamina, je sais plus son nom, je vais le dire. Mais si on supprime la cardamine, il n'y aura plus ce papillon. Mais ce papillon, il est peut-être mangé par un oiseau. Et l'oiseau mangé par une autre bestiole. Et l'autre bestiole mangée par une autre bestiole. C'est la chaîne alimentaire. J'ai travaillé sur une problématique il y a quelques années. Une plante qui est dans les prairies en zone humide. J'ai travaillé beaucoup sur la remise en état des prairies inondables. Et il y a une fleur. La succise des prés. Succise des prés, c'est une jolie... ouais, non, la succise des prés, en fait, il y a un papillon qui est avec elle, qui s'appelle le damier de la succise. Et l'histoire est magique, mais ça se passe comme ça pour beaucoup de... pour le vivant, quoi, en fait. Donc, le papillon, il va pondre ses œufs dans cette fleur, dans la tige de cette fleur. La chenille et les œufs vont commencer à se nourrir de la cellulose, de la lignite qu'il y a dans la succise des prés, jusqu'à un certain moment. Lorsqu'elle est assez conséquente, ben, ce sont les fourmis qui viennent chercher la chenille, qui l'amènent dans la fourmilière, qui la nourrissent, parce que les fourmis ont besoin de ces excréments pour nourrir une partie de leur couvain. Et puis quand la chenille est assez vieille et qu'elle va se transformer en chrysalide, eh bien les fourmis la mettent dehors, et la chrysalide va s'installer quelque part et le papillon va venir. Donc si, avec nos habitudes de tonte et nos habitudes de propre, parce il faut que tout soit propre, quoi. Pour nous, le propre, c'est un sol à nu, pratiquement, quoi. Eh bien, ce petit papillon est plus développé. Et la fourmi qui a besoin de manger, eh bien, elle ne peut plus se nourrir non plus. Donc, il y a ces phénomènes auxquels il faut penser, il faut tenir compte. Et moi, ça m'interpelle, donc je ne chante plus chez moi. Alors, ça fait un peu sale, c'est vrai, quoi. Mais quelle est la vraie notion? Je reviens à l'exploitation forestière, puisque les machines sont chères, polluantes, onéreuses. Est-ce que vous avez pensé à l'exploitation forestière par les animaux, avec les chevaux notamment? Oui, c'est quelque chose que l'on fait sur certains chantiers, mais si vous faites un rapport entre le prix du bois, le prix auquel vous vendez le bois, et l'intervention d'un cheval, alors c'est magnifique, hein, c'est génial. Moi je suis impressionné chaque fois comment la force que deux chevaux de trait développent pour tirer des bois, pour les faire passer au-dessus des ruisseaux, puisque comme je travaille beaucoup sur les zones humides, souvent on va à appel avec, c'est magnifique. Mais le propriétaire lambda ne peut pas se payer ce genre d'exploitation. Parce qu'il ferait couper ses arbres, il faudrait qu'il rajoute un petit peu pour payer l'exploitation. Donc moi je suis complètement pour, mais il y a des réalités économiques, et moi dans mon boulot je dois répondre à certaines réalités économiques. Obligatoirement. Est-ce que la sylviculture 4x2 est obligatoire légalement? Je suis sylviculteur, j'ai des parcelles. Oui. Est-ce que je suis obligé de faire la sylviculture en 4x2 avec des espaces dans lesquels on peut faire le footing, tranquille, ou est-ce que je peux aller vers le concept très intéressant que vous mettez que vous oubliez? Est-ce que la loi ne nous impose pas ça? Non, la loi vous impose rien du tout à partir du moment où vous ne faites pas de demande de subvention pour ces travaux. Vous restez là chez vous. Voilà. Ah ouais, pour avoir le beurre, j'en ai beurre. Pour les subventions, il faut faire du 4x2, quoi. Mais vous faites du 4x2, vous touchez la subvention, vous savez que la subvention vous l'avez acquise au bout d'un certain temps,
Puis après, vous me téléphonez, puis je vous montre comment faut faire pour amener le peuplement vers autre chose. Dernière question en ce qui me concerne. Entre une parcelle qui était en 4x2 et la décision de la passer finalement, et la décision de la passer comme dans votre concept qui est très très intéressant, combien d'années pour régénérer ces parcelles? Combien d'années? Ben, ça va très très vite. Ça va très très vite. Je crois qu'un des premiers fondamentaux du forestier, c'est l'observation. Et donc, si vous laissez tranquille des zones cultivables, je dirais, hein, que vous ne passez pas avec vos engins et tout, vous allez voir en 2 ans déjà le changement et ce qui va se passer dedans. Alors certains vont me dire, ouais, mais il n'y a que des ronces. Et moi je vais me dire, s'il n'y a que des ronces, c'est génial. Ben ouais, c'est super. Parce que les ronces, c'est pareil, c'est un humus dur qui est là, c'est du carbone, donc c'est la forêt qui s'installe. Et puis une graine qui va pousser au milieu de la ronce là, mais le gibier ne va pas aller la chercher, hein. Donc on va pouvoir grandir tranquillement. Et puis, comme tout à l'heure pour le phytolacca, une fois que le couvert végétal sera assez intéressant, eh bien, il disparaîtra. Bon, par contre, vous ne pouvez plus faire de confiture avec les murs. Faut savoir. Oui. Un exemple pour aller dans votre sens, la forêt de Fontainebleau, après la grande tempête, ils ont décidé de laisser des parcelles sans rien y toucher. C'est-à-dire que là, la biodiversité s'est développée au maximum, et en l'espace de moins de 5 ans, finalement, la forêt s'est régénérée totalement. Oui, mais ils ont qu'un seul problème à Fontainebleau, c'est qu'il y a une invasive qui s'appelle Prunus serotina, et qui lui s'installe, il est en train d'arriver un peu chez nous. Et lui, il est assez invasif, quoi. Il est assez invasif. Oui, tous les sujets traités étaient super intéressants, je vous remercie. Est-ce que vous pourriez aborder aussi la correspondance entre les essences et les types de sols, l'arbre indicateur des sols? L'arbre indicateur du sol, que vous dire, c'est vrai que dans des sols qui sont acidophiles, on retrouve toujours un petit peu le même contingent. Au niveau des chênes, pédonculés souvent, on va trouver un peu d'alisier, on va trouver le pin maritime, hein, n'importe quel pin, une sorte de pin s'installe, ou même les sapins s'installent sur des sols qui sont quand même assez acides. Après c'est plus dans les adventices que l'on va voir, que l'on va reconnaître plutôt la teneur du sol. Les arbres en eux-mêmes, oui, le châtaignier, il préfère plus le sol avec du calcaire, mais un peu acide aussi, donc c'est assez fin quand même, quoi. C'est assez fin. C'est assez fin. Mais ça, je ne peux pas trop vous dire. Moi, ma spécialité, c'est quand même aussi les landes et sortir un petit peu. Je voudrais revenir sur ce film Le Temps des forêts que vous avez vu, monsieur, et dont vous avez parlé, pour dire qu'effectivement, sur la question du sens du rapport de l'homme avec la forêt, quand ça ne fait plus sens, les personnes qui travaillent dans la forêt, l'Office national de la forêt, ont été 33 à se suicider. Parce qu'on leur demande d'exploiter la forêt comme on a exploité l'homme, comme on a exploité la femme, comme on a exploité chaque fois que l'on pense en quelque chose. C'est en termes de production et d'exploitation. La conclusion, c'est, d'après les scientifiques, que nous n'en avons pas pour longtemps. Et pourtant, on se pose toujours la question de l'utilisation de la machine, de renforcer le volume de la machine pour produire, pour être en concurrence avec la mondialisation et ce genre de choses. Tout ça, ce sont des arguties. Parce qu'en réalité, dans ce film, ce dont il a été question, c'est que les beaux arbres, nos beaux sujets, partent quand les hommes sont maladroits pour les déchets, les copeaux pour ces chaudières, parce qu'effectivement, il faut avoir une chaudière à copeaux, hein, puisque c'est la mode. Et que les beaux sujets partent aussi en cargo pour aller en Chine, où ils sont traités différemment. Alors, je me demande quelle est cette logique. Je me demande quelle est la taille de notre cerveau pour agir comme ça.
je me demande, je trouve qu'il est temps de repenser les choses sans être dans le déni, d'arrêter d'être dans le déni par rapport à ce genre de choses. Nous sommes petits, nous sommes des bactéries, bipèdes, mais pas très évolués malgré tout. Parce que si notre appétit c'est celui de la destruction, de la maltraitance, de la nature, comme on a maltraité les femmes et encore aujourd'hui, je pense que nous avons donné tout notre potentiel. Et moi je plaide pour dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui au niveau écologique, le plus grand système qui produit de la pollution, ce sont les armées et les bombes qui le font. Et la guerre que se déclarent les hommes entre eux, pour des raisons qui, nous les femmes, nous apparaissent toujours un peu obscures, voire même misérables, ça me touche beaucoup. Alors je pense que si on est capable de se faire la guerre et de considérer que les autres sont nos ennemis, tous les autres, y compris son voisin, on n'est pas parti pour faire de grandes choses. Et pourtant, chaque jour, on rencontre des gens étonnants. Des gens qui pensent différemment de ça. Mais on est dans le tunnel de l'obéissance. Et la conclusion, mais qui suis historienne et sociologue, je me dis, mais ça se produit pourquoi? Parce que nous avons été obéissants. Très obéissants. Alors quelquefois, il y a des petites pousses, des petites graines qui germent comme ça. Et puis, elles grandissent. Et d'oubli. Et d'oubli. Une classe d'école, c'est bien du 4 par 2 pour enfants. La classe de l'école, c'est du 4 par 2 pour les enfants. Oui, nous avons tous nos barrières mentales qui sont des barrières culturelles. Et à cause de ces barrières culturelles, nous faisons la guerre à tout le monde. Nous avons appris avec le monothéisme à faire la guerre à celui qui ne pense pas comme nous, qui ne partage pas le même Dieu, qui ne partage pas les mêmes choses. Et qui sont au fondement de la violence que l'on se transmet pour détester l'autre et avoir de bonnes raisons de le détester. C'est minable. Minable. Alors merci à tous ceux qui se révoltent, d'abord qui prennent la conscience de ce que nous faisons, et de penser vraiment à rétablir des équilibres et non pas d'être dans la démesure. Alors je crois qu'à part les femmes qui nous restent à essayer, la gestion pour les femmes au niveau international, et peut-être les animaux, on ne sait jamais, je pense qu'il faut faire de grandes choses, mesdames. Je pense qu'il faut aider. Il faut aider à prendre conscience de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Merci. Bon, moi, je vais revenir avec une question plus terre à terre. On parlait des ronces tout à l'heure, c'était formidable. Moi j'ai mon père qui a fait une phrase il y a 40 ans dans une forêt nantaise. Ça a repoussé tout seul, sauf qu'il y a des ronds avec des fougères. Il n'y a rien qui pousse depuis des années. Des ronds de 50 mètres à la ronde, il n'y a rien qui pousse, rien, même. Ça fait 20 ans, il n'y a rien qui pousse. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est notre... comment dire, c'est une station mésophile, c'est la station du milieu, l'apparition de la fougère aigle. Donc pour le pain maritime et le chêne pédonculé, c'est un sol qui est quand même assez fertile. Les arbres vont bien pousser là-dessus. Par contre, la fougère, ben, comme vous le dites, tous les ans elle fait une grosse litière. Les fougères, elles montent suivant les sols de 2,50 m, 3 mètres, 50, ça c'est suivant le sol. Et tous les ans, elles tombent, comme il y a 400 millions d'années. Hein. Si on a des énergies fossiles, c'est parce qu'il y avait des fougères, des prêles qui faisaient 60 mètres de haut. Et si on a du pétrole, c'est parce que ces fougères sont tombées dans des milieux humides et puis elles se sont transformées en pétrole. Et celles qui sont tombées dans des milieux secs, elles se sont transformées en charbon.
Et donc cette fougère, oui, elle fait une litière très très épaisse. Donc pour la régénération naturelle, eh bien, cette problématique, elle est là. Comment la graine va passer cette litière? Donc c'est pas compliqué. Quand elle est en bas, et la fougère en général elle remonte à partir du 15 mai, à partir du 15 mai, elle monte. Et donc quand vous la voyez monter, ben, surtout il ne faut pas l'arracher. Parce que si vous l'arrachez ou si vous la taillez, vous renforcez le rhizome, hein, les bourgeons de la fougère ils sont dessous. Et bien en fait il faut ou la bateler, non ce n'est pas bateler, non, il ne faut pas la coucher en fait, il faut tordre les fibres. Donc avec un bâton, si vous vous baladez dans votre forêt à cette période-là, ben, vous tordez la fibre et là elle ne fait plus de photosynthèse et le bourgeon n'est plus, comme il y a quand même encore la tige, il n'est plus alimenté, elle va disparaître. Ou alors vous la bâtonnez, voilà, je cherchais le truc que je l'ai fait en plus. Vous la bâtonnez, donc avec un bâton, vous tapez dessus et ça tord la fibre et elle va être beaucoup moins virulente. Ça c'est des méthodes douces. Ou alors, ben, vous venez avec de la faux et puis vous faites des petits endroits où vous grattez un petit peu le sol et là les graines sont là de toute façon. Mais c'est la litière de la fougère qui est très très importante et c'est la difficulté de la graine, qu'elle soit du chêne, du hêtre ou du pin maritime, n'importe quoi, elle a pas mal de difficultés à traverser cette fougère. Et puis quand elle y arrive, que les plantules sont vraiment toutes petites, comme elle est très très haute, souvent on appelle ça des jeunes vieux arbres. Parce que ça fait 4, 5 ans, 6 ans que la plantule elle est comme ça, mais chaque fois qu'elle veut prendre de la hauteur, il y a la fougère qui la surplante et ça la gêne. Mais l'idée c'est de ne pas couper la fougère. Il faut lui tordre la fibre. Et vous pourrez petit à petit avoir une régénération qui va s'installer dedans. Oui, bonjour. Comme vous voyez, je suis bénévole donc ici, mais je suis aussi bénévole dans la Drôme des Collines. Et dans la Drôme des Collines, je suis présidente de l'association des forêts petits propriétaires forestiers. Alors, pour vous donner des exemples de terrain, voilà, nous avons décidé, nous sommes des petits propriétaires forestiers, de nous regrouper avec l'aide des techniciens du CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière, donc qui nous donnent des conseils pour jardiner notre forêt. Parce que moi, j'avais pas envie de faire des coupes à blanc parce qu'il était d'usage de faire du bois de chauffage, coupe à blanc. Et donc, nous jardinons notre forêt, nous ont conseillé. Donc, les conseils sont de mélanger les essences. Chez nous, les feuillus, nous avons beaucoup de châtaigniers à bois. Voilà, on part sur des taillis, des repousses. Les châtaigniers chez nous sont de vieilles souches, donc on essaye d'avoir des francs-pieds, c'est-à-dire repartir avec des arbres bien droits et pas des arbres qui partent en coupole. Hein, voilà. Mais franc-pied, c'est différent. Des semences. C'est parce que voilà, vous repartez d'une graine. Voilà, d'une graine, voilà. Et puis, donc, nous avons beaucoup de robiniers faux acacias, de chênes. Donc, les chênes ne se vendent plus, donc on garde, enfin, le bois chêne ne se vend plus pour faire des meubles en ce moment, donc on les garde, les merisiers aussi. Et donc, nous pratiquons donc sous forme de couloir, où la batteuse à roue, pas à chenille, passe. Et on étudie les sols, on laisse les rémanents sur place, c'est-à-dire les branches pour faire passer les engins, les remorques et tout, on est bien obligé de sortir. On pratique le débardage à cheval dans le Royan, dans le Vercors. On pratique aussi par câble. C'est beaucoup plus onéreux, mais bon, ceux qui ont des épicéas, des pins, des Douglas, voilà. Et on essaye de vendre notre bois sur place. C'est-à-dire qu'on a un label Bois des Alpes. Et on a mouillé nos politiques, hein, on pratique beaucoup de communication et donc les constructions se font beaucoup en bois local. Ça évite de faire venir des poutres de Chine comme j'ai entendu, voilà. On essaye aussi les circuits courts, les menuisiers, on a remonté des petites menuiseries, des scieries mobiles aussi qui viennent débiter le bois pour les gens. C'est tout un réseau, on est tous bénévoles là-dedans et ça marche. On a une usine de piquet qui vend des canivelles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand vous allez en bordure de plage ou en bordure, voilà, avec des fils de fer tressés. Donc il se fait, voilà, le milieu économique est important quand même pour nos débouchés, parce que on fait des éclaircies, donc la première éclaircie ne vaut pratiquement rien. Donc on a travaillé avec des certificats économie d'énergie
Et donc on a une banque, Neuflise, qui nous compense la perte pour les petits forestiers. Et voilà, on essaye donc je rejoins la dame au niveau de la philosophie. Nous avons passé les films dont vous avez parlé. Il y a eu des conférences là-dessus et on voit bien qu'il faut qu'on ait un jonglage entre tous les acteurs ou tous les usagers de la forêt, hein, que ce soit les chasseurs, les pêcheurs, les randonneurs, les ramasseurs de champignons, etc. Et on parle beaucoup aussi d'assurance, hein, nos forestiers sont tous assurés pour les chutes de branches et tout, voilà, et on communique beaucoup, on organise la fête de la forêt et du bois tous les 4 ans. Donc on l'a organisé en 2016, on a eu 16 000 visiteurs en 2 jours. Voilà, c'est une grosse manifestation et on travaille déjà sur celle de 2020. Et on communique, surtout il faut communiquer vis-à-vis des politiques, parce que c'est eux qui arrivent à la construction bois, voilà. Voilà, c'est un témoignage de ce qu'on peut faire en propriétaire forestier. Et c'est 95% des surfaces forêt en France. Hein. Donc les 5% gérés par l'ONF, on travaille très bien avec l'ONF, on a un technicien qui est très bien chez nous, et on travaille dans les mêmes pratiques. Et 95%, si les forestiers privés gèrent bien leur forêt, on aura de belles forêts, on aura du bois, on aura du potentiel, et on aura des lieux de promenade, d'éveil pour les enfants, voilà.